Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous et toutes, vous écoutez 94 degrés à l'ombre sur Canal B, sur toutes les plateformes de streaming, je sais plus exactement comment on dit, mais les plateformes de podcast. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui, notamment dans cette deuxième partie d'émission qui est la partie point info. À savoir, c'est la seule partie qui est rediffusée donc sur Spotify, Apple Music, etc., toutes les plateformes justement de podcast. Je vous fais ce petit spot en préenregistré parce que tout simplement j'ai oublié d'enregistrer le début du point info, donc de l'émission du 13 avril. Donc voilà, l'idée c'est de refaire une petite introduction, notamment pour vous présenter Juliette Begelman qui sera notre invitée pour l'émission que vous allez écouter. Juliette Begelman qui est avocate pénaliste au barreau de Rennes, qui vient pour répondre aux questions de personnes incarcérées qu'on a collectées ces dernières semaines, mais qui vient aussi répondre à nos questions. On a abordé différents sujets pendant 1 heure à peu près, et donc l'idée c'était de pouvoir l'introduire parce que comme vous allez pouvoir l'entendre dans les extraits qui vont suivre, on n'a pas de début vraiment marqué. On vous fait quand même un petit coucou en début d'émission, donc ça vous allez pouvoir l'entendre. Et aussi, mon intervention en début de podcast, elle permet de vous dire qu'à la fin d'émission, il y aura pas de suite. Alors c'est peut-être pas clair comme ça, mais à la fin du podcast, on finit en disant qu'on va peut-être continuer par discuter et que ce sera un enregistrement audio qui sera disponible pour les personnes qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. Mais au final, on a été fatigué par l'émission, on avait aussi envie de débriefer entre nous et donc on n'a pas du tout continué l'enregistrement. Donc l'émission, elle va se finir, je pense qu'elle durera une 40aine de minutes, une 50aine de minutes et il n'y aura pas de suite, même si on parle d'une potentielle suite en fin de podcast. Voilà, je sais pas à quel point c'est clair, en tout cas j'espère que l'émission vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous poser aussi des questions, à savoir Juliette Begelman sera peut-être aussi présente pour des prochaines émissions, pour des prochaines interventions afin de répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne émission à tous et toutes et puis merci à Juliette d'avoir participé à cette émission. Je vais essayer d'avoir une intervention qui soit claire, pédagogique et pertinente. Et je compte sur l'équipe de 94 degrés à l'ombre pour les questions et pour me guider dans mon intervention. C'était toi, Norman, d'ailleurs, qui a été en contact un peu avec Juliette pour préparer ce moment-là ? C'est vrai que moi je suis sorti de détention le 24 octobre et avec Juliette qui m'a gentiment proposé si cela m'intéressait de venir témoigner en tant que personne ayant vécu les comparutions immédiates. Donc on a eu une petite moi je m'attendais à un truc cool, mais non, j'étais carrément acteur de cette intervention là. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'ai rencontré Juliette à cette occasion et il y a eu un espèce de lien. On a avec Juliette, c'est vrai qu'elle est très humaine et très elle est accessible. Elle est accessible et puis elle fait pas de, elle est simple et c'est facile de communiquer avec elle.
Donc, comme on avait gardé un petit contact par mail, par téléphone, on s'était dit que c'était assez pertinent qu'elle vienne dans les studios pour pouvoir faire un espèce d'éventail de toutes les procédures et toutes les lois qui sont méconnues ou alors qui peuvent être cachées par l'administration pénitentiaire pour éviter que les détenus puissent se défendre comme il se doit. Donc elle m'avait demandé de diffuser à l'antenne, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, à savoir si vous, détenus, aviez quelques questions juridiques et procédurales. Et du coup, moi j'ai fait remonter les questions qui me sont parvenues. J'en ai pas eu beaucoup, mais bon. Juliette va essayer de répondre à celles que j'ai reçues. Et nous aussi, de toute manière, on va rebondir. Ce sera une forme de discussion. Comme vous le savez, de toute manière, c'est une première aussi pour l'émission. C'est une première pour nous. Est-ce que c'est une première pour toi, Juliette, aussi ? À la radio ? À la radio. Oui, c'est une première. Ok, c'est une première aussi. Cool. Donc, les retours sont les bienvenus. Comme d'habitude, ça reste une radio amateur. Peut-être qu'on va avoir des petits couacs à des moments. C'est aussi comme ça qu'on se forme. Ouais. Nous, on est de toute manière tous et toutes ouvertes autour de cette table-là pour entendre vos retours. Et puis, si jamais ça vous a donné envie de poser des questions, enfin, si à ce moment-là, il vous questionne, ça fait écho à votre vécu et que vous avez envie soit de nous partager des choses, soit de nous poser des questions, on est toujours ouvert et ouverte pour les recevoir, et puis peut-être qu'on pourra les retransmettre à Juliette, et peut-être qu'il y aura peut-être d'autres moments comme celui-là, donc faut pas hésiter. Ouais, voilà, et puis si tu es prête, Juliette, on va pouvoir entamer. Oui. Avec la première question, moi, qui m'était parvenue directement, que j'avais partagée avec toi, c'est: existe-t-il en fait des procédures ou des tactiques en fait parce qu'on sait que en ce moment la politique d'expulsion elle est assez massive, hein, c'est dès qu'il y a un étranger qui commet une connerie, la première idée de la justice française, c'est de le dégager dans son pays sous OQTF. Et je voulais savoir, et la personne qui m'a posé la question voulait savoir si il y avait il y avait moyen en fait de bloquer en fait une injonction de quitter le territoire, ou s'il existait en fait au moins pour faire retarder les choses, pour que la personne puisse se défendre du mieux qu'elle peut, et voilà, je voulais savoir s'il y avait des... Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas de droit qu'on appelle le droit des étrangers. Néanmoins, je me suis renseignée, comme tu m'avais transmis la question en amont. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une obligation de quitter le territoire, c'est une décision administrative qui est susceptible de recours, donc c'est-à-dire qui peut être contestée. Elle peut être contestée pour des raisons ayant trait à la légalité externe, donc par exemple la compétence de l'auteur de cette décision, ou la légalité interne, c'est les motifs de fait qui la fondent. Donc pour répondre, premier niveau de réponse, c'est oui, cette décision elle se conteste et elle peut être annulée, mais si elle se conteste pas, il y a des délais assez courts pour la contester, elle est exécutoire et elle permet l'expulsion de la personne. Les délais de recours avant étaient extrêmement restreints, de 48 heures, et ce qu'on a pu me faire remonter, c'est que par exemple cette décision qui doit être notifiée, c'est-à-dire que l'administration vient en détention donner connaissance de la décision à la personne, on pouvait avoir des notifications qui intervenaient le vendredi à 16h, sauf que le greffe pénitentiaire est fermé le samedi et dimanche, et voilà, donc en termes d'accès aux droits, c'était en fait on n'avait pas de recours effectif. Là maintenant, le délai de recours est passé à 7 jours. En détention, le recours se fait auprès du greffe pénitentiaire, systématiquement. Donc là, maintenant, on n'a plus ce problème de greffe fermé. Le recours, alors, ce qu'on m'a indiqué, c'est que la clé... Alors, il est... Très concrètement, là, par les temps qui courent, mettre en place des stratégies ou compter sur des stratégies pour essayer de faire sauter des OQTF, en fait, c'est hyper hasardeux. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus parce que malheureusement, vous le connaissez aussi bien, voire mieux que moi. La réalité actuelle n'est pas favorable aux personnes étrangères en situation irrégulière, parce qu'une obligation de quitter le territoire ne peut être prise que dans cette situation.
la clé, ce qu'on dit à la fois des personnes intervenant en détention ou des avocats en droit des étrangers, c'est anticiper au maximum. Si par exemple on est en France depuis un certain nombre d'années, qu'on a des enfants sur le territoire français, d'autant plus des enfants mineurs, si on est marié à une personne de nationalité française, toutes ces choses-là, c'est des éléments qui ont trait au droit à la vie privée et familiale, qui est protégé notamment au niveau européen, et en fait il faut pouvoir apporter la preuve de ces éléments-là. Donc c'est anticiper au maximum. Et en fait, on peut le savoir quand on risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, donc une OQTF. Et en fait, c'est anticiper. Et pour cela, compter notamment sur le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour faire le lien avec l'extérieur. Et prévenir l'extérieur pour avoir, que ce soit, je sais pas, des actes de naissance des enfants qui peuvent être obtenus sous 15 jours, des attestations de proches, donc attestations sur l'honneur, datées, signées avec copie de la pièce d'identité, des fiches de paie, enfin tout et n'importe quoi, entre guillemets. Vraiment, la preuve est libre, mais le but c'est que lorsque cette obligation sera notifiée, en fait, les personnes ne seront pas prises de court. C'est vraiment là le mot-clé, c'est tenter d'anticiper. Ensuite, sur le formalisme, et ça c'est hyper important, la requête qui est adressée au greffe pénitentiaire peut être très sommaire et elle peut être complétée ultérieurement, notamment avec des pièces. Néanmoins, il ne faut pas simplement indiquer « je fais appel ». Il faut indiquer « je conteste la décision prise à mon encontre » et en fait reprendre tout ce qu'on appelle le dispositif. Alors, sauf erreur de ma part, il y a marqué « par ces motifs », on a toute la décision, parce qu'il y a en fait dans l'obligation de quitter le territoire, sur le papier, il y a plusieurs décisions en une. Je crois qu'il y a le pays de destination, il y a l'obligation de quitter le territoire en tant que tel. Il faut reprendre dans la mesure du possible tout ce qui est marqué, et il faut également indiquer que vous contestez à la fois ce que j'avais dit au tout début des moyens de légalité qu'on appelle internes, donc c'est pas juste parce que j'ai des liens trop forts avec le territoire français, ça suffit, mais aussi il faut soulever ce qu'on appelle un moyen de légalité externe, et typiquement dire la personne qui a signé n'était pas compétente, ou, et là je cite ce qu'on m'a indiqué, la délégation de signature la délégation de signature de l'auteur de l'acte n'est pas valable. Et en fait, pourquoi ça c'est important ? C'est que si on ne le soulève pas dès ce stade, cette question de compétence, ça ne peut plus être régularisé après. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vu les délais, ça, sauf à moins de pouvoir bénéficier de la permanence avocat ou d'avoir un lien avec un avocat et une avocate, ou de pouvoir voir notamment aide juridique d'urgence qui intervient, qui est un point d'accès au droit qui intervient au CPF et au CPH, en fait ce recours il va être fait seul, le cas échéant avec les SPIP, mais vous pouvez demander pour l'audience, parce qu'il y aura une audience devant le tribunal administratif, à bénéficier de la présence d'un avocat. Et si vous ne connaissez pas d'avocate ou d'avocat, demandez un avocat désigné par le bâtonnier ou la bâtonnière. C'est hyper important, parce que les avocats habilités entre guillemets à intervenir devant cette juridiction en matière de droit des étrangers font partie du groupe de défense des étrangers, donc sont compétentes et compétents en la matière. Puis à ce moment-là, c'est vraiment des gens qui sont là aussi pour vous aider, même s'ils sont conseillés par le bâtonnier, et souvent, quand on est désigné, souvent les avocats commis d'office ont très mauvaise presse, mais en réalité, quand on intervient, notamment par exemple en matière pénale, on ne peut pas le faire sans avoir des formations adaptées. Garde à vue, il faut qu'on ait des formations adaptées. Garde à vue criminelle, c'est pareil, et on ne travaille pas avec la police ou avec la justice. Donc je comprends que dans un contexte en plus de privation de liberté qui exacerbe la vulnérabilité, c'est compliqué de faire confiance. Mieux vaut tenter, quitte à se rendre compte que le feeling passe pas, mais que se priver du soutien d'un professionnel, d'une professionnelle extérieure. Et avant d'en arriver là, moi je voulais savoir vers qui on pouvait se tourner. Tu as parlé de permanence avocat ou de l'AJU, c'est ça, aide juridique d'urgence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres orgas vers qui on peut se tourner peut-être aussi pour se faire accompagner là-dedans ? Pour savoir justement qu'est-ce qu'on peut faire valoir en amont, comment on peut se protéger en amont, quoi. Le défenseur des droits, il est non hein ? Oui. Là, y a alors j'ai pas en tête je crois qu'il y a une perme par mois tant au CPF qu'au CPH défenseur des droits. C'est ça, c'est une par mois, l'AJU, sauf erreur, c'est un peu plus aide juridique d'urgence, donc c'est vraiment une permanence d'accès au droit, et c'est pas simplement le droit pénitentiaire, droit pénal, c'est très variable parce que y a des questions au droit des successions, il y a des questions typiquement en droit dit des étrangers et étrangères. Il y a la permanence pénale du barreau de Rennes. Après, il est possible de solliciter les structures dont vous aviez parlé tout à l'heure, l'OIP, d'autres structures
ad hoc comme ça. Après, il est possible de solliciter les syndicats aussi, de poser des questions écrites, notamment en écrivant. Enfin, les courriers avocats sont confidentiels, contrairement aux courriers envoyés à des personnes extérieures qui sont ouverts et lus par l'administration. Après, typiquement à Rennes, il n'y a pas de groupe spécialisé de juristes ou d'avocates en droit pénitentiaire, par exemple. Et il y a peut-être plein de structures que j'ai pas en tête, mais en tout cas, vraiment, dans la mesure du possible, compter sur les ressources qui sont les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Enfin, vraiment, c'est les personnes ressources et qui, en plus, si elles ne savent pas, je sais qu'elles sont en lien, par exemple, avec aide juridique d'urgence. Aide juridique d'urgence qui, le cas échéant, peut être en lien avec les avocates et avocats. Vraiment, faut compter sur ces ressources-là. Et défenseurs des droits aussi. Et quand vous êtes... Alors, vous êtes détenu soit parce que vous êtes prévenu ou bien condamné. Si vous êtes prévenu, du coup, soit instruction, donc c'est le juge d'instruction qui est le magistrat en charge de votre détention, soit en attente, hors instruction, mais en attente d'une audience au fond. Dans ces cas-là, c'est le parquet. Si vous êtes condamné, c'est le juge de l'application des peines. S'il se passe quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à écrire à ce magistrat. Enfin, notamment le juge de l'application des peines, c'est une autorité judiciaire indépendante qui est garante des droits et libertés. Faut pas hésiter à les interpeller. Et si jamais vous avez du mal aussi à écrire, à formuler vos besoins en français, il y a aussi des gens que vous pouvez aller contacter pour vous aider dans ces cas-là. Et si vous êtes déjà incarcéré, essayez de faire jouer ça auprès de vos codés. Faut faire jouer l'entraide, c'est hyper important dans ces moments-là, notamment quand ça passe par les mots, ça peut aussi on peut toucher les gens aussi derrière, et donc c'est hyper important de se faire aider dans ces moments-là. Après, je sais qu'en détention, il y a aussi il y a la solidarité qui marche bien entre personnes condamnées. Voilà, il y a toi, tu sais écrire, moi je sais pas, bien, aide-moi, moi je t'aiderai sur autre chose. Voilà, on s'arrange. On peut que vous soutenir dans ces démarches-là. Voilà, il faut se serrer les coudes. Et aussi, si vous n'avez pas vraiment envie de vous étaler votre vie privée devant vos co-détenus, ce qui peut se comprendre, il existe aussi une personne qui est rémunérée, qui vient aussi en permanence. Renseignez-vous au niveau du pôle scolaire, et qui peut écrire, le cas échéant, ce que vous avez besoin d'écrire et d'envoyer. C'est une personne qui généralement est neutre, qui ne fait pas partie de l'administration pénitentiaire, c'est un intervenant extérieur. Souvent même en bénévole, il y a même des bénévoles qui font ça. Ah, c'est souvent des bénévoles, de toute façon, souvent des anciens enseignants qui viennent en détention, faire le courrier des détenus. Ça s'appelle la plume ou l'écrivain public. En tout cas, c'est une des deux. Ça dépend, peu importe l'appellation, ça existe. Renseignez-vous, et si vous avez besoin d'écrire à quelqu'un de l'extérieur sans passer par vos co-détenus, c'est possible aussi. Mais les nanas, en vérité, pour aller au plus simple, n'hésitez pas à être un petit peu secrétaire. Faites-le pour vous-même et pour les copines qui sont dans la même galère que vous. Ça coûte rien, juste le temps de se poser, de le faire, ce petit courrier, et de se dire, on reste tout le temps ensemble. Et ensemble, vous êtes plus fortes. Alors n'hésitez pas. Moi, je voulais aussi juste rappeler, d'ailleurs, parce qu'on a parlé de l'aide juridique d'urgence, si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'association donc à Rennes, elle est fermée pendant les vacances scolaires, ce qui est donc la période actuelle, et les jours fériés, mais sinon c'est ouvert donc pour des permanences tous les mardis de 15h à 17h. Et là, je vous invite, prenez votre stylo, prenez votre crayon. De toute façon, même pour tout le temps qui nous reste à suivre ensemble, je vous invite à vous munir d'un crayon pour noter les infos qu'on a à vous donner. Bref. Les prises de rendez-vous, elles se font au 02 99 50 90 47. Et puis si vous avez des renseignements à demander, c'est 02 99 51 48 31. Ou alors par mail à l'adresse aidejuridiqueurgence@free.fr. Je vous redis juste le numéro pour les prises de rendez-vous: 02 99 50 90 47. Et petite précision, je crois qu'elle intervient à Saint-Malo aussi. Ouais. Ok, merci. Je vous propose peut-être qu'on enchaîne avec une autre question. Je ne sais pas si toi, Norman, t'en avais d'autres, étant donné qu'il nous reste encore une demi-heure à faire ensemble, et qu'on ne pourra pas pousser plus loin, malheureusement. Donc voilà. Ouais, après, il y avait une autre question qui était revenue à 2 reprises. C'était sur les droits relatifs à ce lien mère-enfant, qui est souvent...
on sacrifie en fait ces liens-là, voilà, pour des raisons sécuritaires, ou des fois on les invente, des fois voilà, c'est juste histoire d'enfoncer les femmes qui sont incarcérées, de les priver de leurs enfants. C'est une manière aussi d'exercer une violence psychologique. Voilà, c'est pas toujours très très motivé les raisons qui font que c'est un peu flou. Et il y avait des personnes qui voulaient savoir en fait comment déjà éprouver son désir de voir son enfant, et si on vous empêche, voilà, comment voilà, passer. Je sais pas si tu comprends. Si, complètement. Comment Après, aboutir, en fait. Après, si c'est OK pour vous, je vais pas simplement limiter cette question au droit mère-enfant, mais aussi père-enfant. Oui, parce que là, c'était en l'occurrence, c'était une détenue, c'est donc voilà qui. Parce que c'est souvent des charges qui sont laissées aussi aux femmes. Complètement. Voilà, oui. Mais du coup, il y a deux situations très différentes. Moi, ce que je peux constater, par exemple, alors si dans un premier temps, on parle du lien mère-enfant, moi, ce que je constate, c'est que souvent, c'est des situations où les enfants sont placés. Dans ce contexte-là, en fait, à partir du moment où il y a une décision de placement, c'est une décision qui est prise par le. Donc, il y a plein de spécificités, mais je vais vraiment parler du droit commun. Donc, des enfants qui se retrouvent placés, notamment parce que leur mère est incarcérée et que leur père n'assume pas la charge. Donc, des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance ou bien confiés à des tiers. C'est une décision du juge des enfants qui est prise pour une échéance qui est comprise généralement entre 1 et 2 ans. Ça peut être plus, mais voilà, le maximum vraiment, généralement c'est 2 ans. Ça veut dire qu'il y a une audience à toutes ces échéances-là. Chaque fin de placement, il y a une audience. À chaque audience, si la mère est détenue, à minima, elle doit... on ne dit pas comparaître parce qu'on n'est pas devant une juridiction pénale, mais elle doit être présente en visioconférence. C'est hyper important de faire en sorte de pouvoir être bien convoquée pour cette audience pour faire valoir ces droits-là. Et en fait, c'est pas parce qu'un enfant est placé que la mère n'a pas de droit. En l'occurrence, le juge des enfants doit fixer les droits, et ces droits peuvent être... des droits de visite médiatisés, donc en présence d'une éducatrice ou d'un éducateur. Ça peut être des visites libres, mais là, de fait, c'est compliqué par la détention, mais il est tout à fait possible d'avoir un UVF, ou enfin une unité de vie familiale, ou des parloirs famille, donc d'une durée d'une demi-journée, sans surveillance continue de l'administration pénitentiaire. Mais, donc... Quand les enfants sont placés, la mère détenue a des droits. Après, comment les faire valoir ? Et là, c'est dans l'interaudience. En fait, quand on a des droits, par exemple, droit à mettre en œuvre par le service gardien, donc l'aide sociale à l'enfance, mais on voit qu'ils ne sont pas forcément bien mis en œuvre, en fait, il faut écrire au service, écrire au juge des enfants, être dans la mesure du possible hyper proactive, ce qui est super compliqué, sachant qu'on est déjà dans une situation de vulnérabilité, avec des services de la protection de l'enfance qui sont complètement sous l'eau et qui manquent de moyens de façon dramatique. Mais en fait, dans ce contexte-là, il est tout à fait possible d'être assisté d'une avocate ou d'un avocat. Si par exemple, et ça arrive souvent, comme on a un centre de détention ici, on a des détenus avec des enfants qui sont placés en fait dans d'autres départements, donc juge des enfants compétent qui n'est pas celui de Rennes, on peut demander à avoir soit un avocat du barreau, je sais pas, imaginons, là j'ai le cas en tête, Mont-de-Marsan, à Mont-de-Marsan, avec qui on est en lien de façon épistolaire ou par téléphone, ou bien un avocat ou une avocate à Rennes, et qui en fait aide à faire valoir ces droits-là, et en fait à dire concrètement, est-ce que la décision est déconnante ? Est-ce que si vous avez des raisons de vous inquiéter, explicitez-les-moi et comment moi je peux vous assister, parce qu'il y a des cas, ça peut être, enfin je vais pas donner, j'ai pas envie de faire écho à des situations réelles, mais en tout cas. Toutes les décisions concernant les enfants, si la mère est titulaire de l'autorité parentale, elle peut tout à fait en fait décider, ce qui est bon pour son enfant. Après, il y a des limites, notamment si l'enfant est confié. Le lien mère-enfant est hyper important tant pour la mère que pour l'enfant. Il y a la voie pour les faire valoir, c'est vraiment le juge des enfants ou la juge des enfants. Et après, je pense que ce qui est extrêmement important et après j'en terminerai là sur la question simplement des mères pour après ouvrir à tous les parents, mais c'est de savoir en fait ce qui se passe et vraiment d'être assisté, de comprendre les décisions de justice et de savoir comment les gérer et quels recours peuvent être faits. D'accord.
Juste une petite chose à spécifier, c'est que vous avez la chance à Rennes de pouvoir vous saisir de l'association Enjeux d'enfants. Elle a fermé. Elle a fermé ? Oui, il y a 2 semaines. D'accord. Mais alors, désolée, là, ça me brise le cœur. On va voir ce qui peut être fait, mais actuellement, en tout cas, effectivement, Enjeux d'enfants ne peut plus faire ce lien-là. Après, et là, je pense que c'est plus général, c'est pas simplement. Ce que j'ai dit là tout à l'heure s'applique également aussi pour les pères. À partir du moment où vous êtes titulaire de l'autorité parentale, voilà, il y a si l'enfant est confié, juge des enfants, vous êtes aussi convoqué dans le cadre de cette procédure. Après, moi, je fais vraiment un distinguo parce que j'ai pas forcément rencontré cette situation-là j'ai plus rencontré cette situation-là au CPH. Quand on est titulaire de l'autorité parentale et que l'enfant reste avec l'autre titulaire de l'autorité parentale est généralement la mère, et que pour X ou Y raison, la mère ne veut pas que l'enfant aille au parloir, et en fait, on a une rupture des liens, qu'est-ce qui peut être fait ? Il y a une première phase amiable où, en fait, soit directement, soit avec l'aide de structures, d'associations, de tiers, on prend contact en demandant... à ce que l'enfant puisse venir voir puisse venir nous voir en détention. Si jamais ça fonctionne pas, il faut envisager de saisir le ou la juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l'enfant. Parce que c'est pas parce que vous êtes détenu que vous ne pouvez pas exercer les prérogatives de l'autorité parentale. Et ça, les décisions, la Cour de cassation et la plus haute juridiction française est super claire là-dessus. Oui, ça limite de fait les possibilités d'agir en tant que parent, mais ça caractérise pas une impossibilité, et donc on peut vraiment avoir un juge aux affaires familiales qui en fait va dire ok, vous êtes détenu, mais on va considérer que vous avez le droit de voir vos enfants une fois par mois, à charge pour l'autre parent de en fait vous les amener. Et en fait l'autre parent après n'a pas le choix. Si l'autre parent n'amène pas les enfants, c'est une infraction. En fait, c'est le délit de non-représentation d'enfants. Mais je dis ça parce que quand on est détenu et que on est dans cette situation de vulnérabilité que vous connaissez, on peut se dire ok, j'attends ma fin de peine pour faire toutes ces démarches-là, ça va jamais aboutir. Non, ça s'anticipe. Ça s'anticipe, et oui, vous n'allez pas faire des demandes de transfert de résidence si vous êtes détenu, évidemment. Mais faut pas simplement s'en remettre au bon vouloir de l'adulte qui prend en charge les enfants à l'extérieur, et essayer de voir ce que vous pouvez proposer. Et même si c'est compliqué, il faut tenter d'être proactif à ce niveau-là. Et je précise, je parle donc je dis pas ça du tout pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est hyper important, surtout en étant enfermé, de ne pas hésiter à contacter les barreaux, les avocates, les avocats, parce que là typiquement, imaginons vous êtes détenu à Rennes, je prends toujours juste à faire votre enfant est avec sa mère ou son père à Mont-de-Marsan, vous devez saisir le juge aux affaires familiales, c'est le juge aux affaires familiales de Mont-de-Marsan, vous pouvez vous-même faire une requête, il n'y a pas besoin d'être assisté d'une avocate ou d'un avocat pour ça, requête au juge aux affaires familiales en demandant à bénéficier de la désignation d'un avocat ou d'une avocate pour cette procédure-là. Et en fait, le bâtonnier ou la bâtonnière en désigne un qui devra, et qui n'aura pas le choix, prendre contact avec vous. Et si vous êtes détenu depuis plus de 6 mois, vous avez le droit à l'aide juridictionnelle d'office. Donc il faut, l'avocat désigné par le bâtonnier n'a pas le choix d'intervenir si vous en faites la demande. Donc pour moi c'est en tout cas un point qui est hyper important, de ne pas hésiter à saisir la juridiction aux affaires familiales. Et après peut-être simplement un point parce que c'était la question que tu m'avais posée aussi sur les liens avec l'extérieur, la question des permis de visite. Ouais, c'est ça, ouais. Les enfants peuvent venir, alors les enfants mineurs de plus de 16 ans peuvent venir seuls, moins de 16 ans c'est nécessairement accompagné par un ou une titulaire de l'autorité parentale ou quelqu'un qui a l'autorisation d'un ou d'une des titulaires de l'autorité parentale. Différents parloirs possibles, parloir classique, parloir famille, donc une durée d'une demi-journée, c'est pas sous la surveillance continue de l'administration pénitentiaire. Ça, c'est... alors la fréquence, je l'ai plus en tête, je crois que c'est... une fois par semaine minimum, et les UVF aussi, unités de vie familiale, ça c'est une fois par semestre. Après, n'hésitez pas à faire les demandes parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je sais qu'à Rennes, il y a une longue liste d'attente, mais ça permet, c'est pour une durée maximum de 72 heures. Voilà, il n'y a pas de conditions. Alors pour les permissions de sortie, il y a des conditions en fonction du parcours d'exécution de peine. Par exemple, quand on est au centre de détention, on peut avoir des permissions de sortie famille au bout d'un tiers de peine, maison d'arrêt c'est mi-peine. Les UVF, il n'y a pas de conditions. Donc on peut, dès le début de sa détention, on a une peine de 7 ans à faire, dès le début on peut demander un UVF.
Moi, j'ai une question qui me vient en tête aussi par rapport à ce sujet-là, c'est que, imaginons qu'on soit éloigné de sa famille dans le cadre de notre incarcération, ce qui est souvent le cas, et je pense notamment à la particularité rennaise du CPF, où il y a beaucoup de femmes qui viennent des territoires d'outre-mer, des colonies, et du coup, je voulais savoir si c'était aussi on pouvait avoir un recours pour demander à être rapproché de sa famille. Oui, tout à fait. C'est une demande de rapprochement familial. En fait, c'est fondé sur le droit à la vie privée et familiale. C'est une demande à faire auprès de l'administration pénitentiaire, et concrètement cette demande elle se fait auprès de la directrice ou du directeur du centre pénitentiaire. Après je passe de côté, je mets de côté tout le micmac administratif qui décide, etc. Mais cette demande là elle est faite, et si elle est rejetée, elle est susceptible de recours. Et s'il y a des transferts qui sont faits, typiquement du jour au lendemain, on est transféré à l'autre bout de la France, cette décision-là, elle se conteste aussi. Et elle se conteste, soit on a un recours sur un temps... soit on a des recours dans l'urgence, parce que typiquement on se retrouve transféré très loin de sa famille, sans soins adaptés, où en fait là, les nouvelles conditions d'incarcération et l'éloignement constituent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui peut être notamment la dignité, notamment le droit à la vie privée familiale. Là, ça fonde des recours en urgence, il y a notamment le référé liberté. Faut pas avaler la pilule, faut les faire ces recours si vous en sentez la force, bien sûr, de toute manière c'est vous qui décidez. Et effectivement, on parle beaucoup de recours juridiques et d'un point de vue juridique, on sait très bien que derrière, si vous envoyez une lettre à la directrice ou au directeur de votre CPH, CPF, c'est très arbitraire, et voilà, ce qu'il en sort, ça restera de leur propre choix. Mais n'hésitez pas à le faire, vous y avez le droit. Et alors je pense juste à quelque chose, tu me demandais tout à l'heure les structures qui pouvaient être sollicitées. La 3D aussi répertorie les demandes d'intervention partout sur le territoire français. Tu peux expliquer 3D, c'est quoi ? Alors c'est l'association... juste les lettres, ce qu'elles veulent dire peut-être. C'est l'association des avocats pour la défense des droits des détenus. Et en fait, vraiment, on reçoit chaque semaine toutes les demandes d'intervention. C'est dans vraiment tous les pans de la vie carcérale, et notamment ces questions-là. Par exemple, j'ai été transférée, je veux retourner en fait dans mon établissement initial. Comment faire ? Et en fait, nous, quand on est, par exemple, j'ai cette demande-là pour le CD femme ou homme, dans ce contexte-là, moi, je réponds à cette demande-là en disant à la personne, voilà ce qui peut être fait. Je fais le lien, du coup, comme on parle pas mal de faire des recours, de saisir des juridictions et tout ça, et on peut trouver pas mal, même beaucoup de témoignages de personnes qui racontent qu'à partir du moment où elles ont opéré à ce genre de recours, etc., elles ont subi des intimidations, des pressions de la part de l'administration, et parfois avec des mesures qui pourraient paraître légales du point de vue de l'administration pénitentiaire, dans le sens où l'administration pénitentiaire peut facilement... je pense notamment aux fouilles de cellules. On a notamment un détenu à Saint-Etienne qui a partagé un long texte là-dessus pour dire qu'il subissait des fouilles très régulières depuis qu'il avait envoyé des courriers, etc. Il y a des détenus qui sont catalogués entre guillemets comme procéduriers par l'administration pénitentiaire, et qui font l'objet d'une surveillance plus accrue, ou voire même d'intimidation. Et du coup, je me demandais s'il y avait des moyens de résister à ça, de lutter contre ça, sachant que c'est peut-être des mesures qui sont pas illégales en soi, mais qui pourraient l'être pour leur objet et pour... Ouais, mais généralement, c'est ça qui est difficile quand vous êtes incarcéré, c'est que les fouilles, par exemple, même si on vous éclate votre cellule, ou quand il y a des trucs qui disparaissent, ou par vengeance, par méchanceté, enfin bref, que sais-je, voilà. C'est difficile de pointer du doigt une personne en particulier, quoi. À part l'administration pénitentiaire qui, elle, peut ordonner des fouilles, et voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lui demander des explications sur les motivations de ces fouilles. Mais après, sur les fouilles de cellules et les petites manigances des surveillants, c'est difficile d'aller cibler une personne pour lui demander des comptes. Oui. Alors, je pense que...
effectivement, se lancer dans des recours seul peut exposer à des abus de pouvoir de la part de l'administration ou de la part de certains fonctionnaires. Je pense que c'est extrêmement important de prendre des conseils et d'être assisté dans les recours. Moi, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les commissions de discipline, dans le dossier disciplinaire. Madame ou monsieur est procédurier. Et typiquement, c'est des trucs qui c'est pas objectif, ça ne devrait pas être mis. Mais oui, en fait, ça expose de s'imposer, en fait, juste simplement de se défendre devant l'administration. Néanmoins, ça expose et ça fragilise, mais il y a des recours complètement possibles. Et là, dans cette question-là, je trouve qu'il y a deux nids. Alors, c'est qu'est-ce qui est possible. Et moi, ça invite alors en termes de recours, mais aussi là, et ça renvoie à une question que je crois, Tim, tu m'avais posée sur la preuve. Comment on fait pour prouver toutes ces choses-là, ces brimades, etc. Alors, peut-être, avant de parler... Bon, je parlerai peut-être dans la preuve dans un second temps, mais en fait, qu'est-ce qui est légal ou pas ? Les fouilles de cellules, c'est monnaie courante, que en fait, c'est une mesure de rétorsion où en fait, on en fait systématiquement. Là, ce que je vois, donc peut-être que ce texte n'est pas à jour, mais en tout cas, c'est bref, à droit constant, enfin en tout cas, la règle est la même, mais les fouilles de cellules, elles devraient être, et je cite, là, c'est une décision du Conseil d'État, bref, on s'en fiche, je ne vais pas la dire maintenant, mais les fouilles devraient être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement, et leur nature et leur fréquence devraient être strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Sauf que là, donc, je suis dans le guide du prisonnier, qui est une bible absolument incroyable et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gaspard, c'est gratuit pour toutes les personnes incarcérées. Ouais. Et si vous voulez faire une demande, faites-le à partir du mois de mai, parce qu'il y a une nouvelle édition à partir du mois de mai qui sera à jour. Là, actuellement, la version que j'ai n'est par exemple pas à jour. Mais donc là, typiquement, le tempérament qui est apporté juste après est marqué « En pratique, les fouilles de cellules sont toutefois fréquemment pratiquées sans égard pour ces principes ». Les fouilles... donc les fouilles de cellules, normalement, elles doivent être justifiées, elles doivent être nécessaires, elles doivent être proportionnées. Là, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Néanmoins, les fouilles, elles sont tracées. Donc, elles sont toutes indiquées dans Genesis. Genesis, c'est un document administratif qui, en tant que tel, est communicable. Donc, typiquement, si jamais vous estimez que vous faites l'objet de rétorsion pour X ou Y raison, en fait, soit seul, soit assisté d'un conseil d'une avocate ou d'un avocat, vous demandez les extraits Genesis. Et en fait, ça aide à... Par exemple, faire des recours devant le tribunal administratif en démontrant que vous avez soit c'est des conditions indignes de détention, et ça peut fonder un recours administratif ou un recours devant le juge de l'application des peines, parce que les conditions indignes de détention, c'est pas simplement les conditions matérielles et lorsqu'il y a une situation de surpopulation. Mais en tout cas, il y a des moyens d'agir contre ces fouilles un peu systématiques de cellules. Après, et ça c'était une question qui m'avait été posée sur les fouilles intégrales. Oui, oui. Les fouilles intégrales, c'est les fouilles à nu, c'est ça ? C'est les fouilles à nu, c'est ça. Sachant qu'il y a d'autres types. Alors, j'ai pas le terme exact, mais les fouilles internes, ça c'est assez rare. Mais voilà, je vais pas expliciter. Vous voyez exactement ce que ça veut dire, mais ça arrive aussi beaucoup dans des cas de harcèlement. En fait, déjà, moi, je parle d'agression sexuelle quand je pense à ces fouilles-là, et ça arrive notamment dans le cadre d'harcèlement vis-à-vis de certaines personnes détenues. C'est une manière de faire de pression. C'est exactement. Alors, une fouille interne, c'est vraiment... Alors, le principe des fouilles, d'abord, premier niveau, c'est palpation intégrale, interne. Palpation, c'est le principe. Et il y a un principe pour les fouilles intégrales de subsidiarité, enfin de nécessité, de proportionnalité. C'est hyper encadré. Hein. Ça doit être justifié en droit et en fait par des éléments qui ont trait au comportement de la personne. Ça ne peut pas être simplement cette personne a été condamnée pour tel fait, donc de fait, elle va être soumise à un régime de fouille intégrale. Toute sa peine, voilà, toute sa peine. Non, alors justement, ça c'est plus... Alors, mais du coup, c'est vraiment... si jamais, en fait, une personne estime qu'elle est... En fait, c'est du harcèlement, en fait, et que c'est absolument pas fondé, il y a des recours pour ça. Et les fouilles intégrales, en fait, elles peuvent être soit individuelles, ponctuelles, prises ponctuellement, par exemple, ça arrive en retour de parloir, il y a une fouille programmée, retour de parloir, une fouille. Ça va être le cas d'ailleurs dans les prisons pour narcotrafic. Alors là, ce sera même pas ponctuel, en fait, ce sera systématique pendant 1 an. Là, en fait, ce régime, il existe de fouilles systématiques individuelles pendant une durée de 3 mois.
ça existe, c'est le droit existant, ça se conteste. Et en fait, il y a 2 recours possibles en urgence, soit c'est des fouilles qui sont hebdomadaire, donc par semaine, et ça, le recours adapté, en fait, c'est un recours, ce qu'on appelle un référé suspension en urgence, et on demande en urgence, si jamais il y a des raisons suffisantes de penser que la décision de fouille est illégale, on fait un recours en annulation contre cette décision de fouille sur 3 mois, et coupler un référé suspension en urgence pour en fait, le tribunal administratif décide qu'effectivement, cette décision, elle est pas proportionnée, pas nécessaire, et donc, dans ces cas-là, ça suspend le régime. Donc ça, en fait, ça permet à la personne de ne plus être soumise à ce régime exorbitant. Et quand c'est des fouilles, parce que malheureusement ça arrive des fouilles quotidiennes, là c'est un référé liberté. Et en fait, c'est vraiment, si on a un entonnoir en tête, le dernier niveau, le plus resserré, c'est le référé liberté, où là le juge est contraint de statuer en quelques jours. Alors que le référé suspension, il n'est pas contraint. Pour vous donner un exemple qui est en lien avec les conditions de privation de liberté, mais pas de détention, on a fait un référé qu'on appelle référé mesure utile sur les conditions de privation de liberté au commissariat central. L'audience était le 9 janvier. On a eu la décision vendredi. Une décision qui était positive, mais on a eu 3 mois, quoi. Donc, alors que le référé liberté, c'est quelques jours. Mais donc, vous verrez, et vraiment je vous invite à demander le guide du prisonnier. Moi je l'ai avec moi, le guide de l'OIP, et c'est là-dessus que je me suis basée notamment pour préparer cette émission. Décision de fouille, des fouilles individuelles, qu'elles soient sur les 3 mois ou ponctuelles, elles sont contestables. Vraiment, il ne faut pas hésiter à s'en saisir, et le cas échéant en demandant l'assistance d'un conseil. Aussi, mais je voulais savoir, parce que ça c'est une question que je me suis souvent posée, dans l'immédiat. Par exemple, je prends une situation bien concrète qui arrive souvent en détention. Vous rentrez de la promenade, il y a un agent qui vous interpelle, il vous dit rentre dans la fouille. Et si vous, parce que moi ça m'est arrivé aussi, surtout au début de ma peine, et le temps qu'ils comprennent que j'étais absolument pas dans un délire de trafic de stupéfiants ou de menaces réelles pour l'établissement, est-ce que si vous, dans votre bonne foi, vous avez absolument rien à vous reprocher, que vous savez que vous n'êtes pas dans un délire de trafic, que vous n'entrez pas dans les conditions qu'a l'administration pour exercer des fouilles, est-ce que vous, dans l'instant, tout de suite, est-ce que vous pouvez dire non à cette fouille, je refuse? Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait, je vais apporter une nuance à ce que je t'ai indiqué. En fait, il faut distinguer deux cadres qui permettent les fouilles intégrales. Et tu as notamment des possibilités de fouilles généralisées qui, en fait, ne sont pas basées sur le comportement, entre guillemets, suspect d'un individu, mais en fait, qui sont, par exemple, qui sont possibles et en fait, qui sont systématiques et généralisées lorsque tu as sur les retours, en fait, de permission de sortie. En fait, lorsque tu as été pendant un temps hors surveillance de l'administration pénitentiaire. Là, peu importe peu importe ton comportement, en fait, les circonstances particulières et circonscrites en termes de temps et de lieu permettent ces fouilles intégrales. Oui, comme le placement au quartier disciplinaire, par exemple. Non, mais là, pour moi, c'est différent, mais en tout cas, sur ça veut dire que toi, même si tu n'as rien à te reprocher, le fait que tu rentres de permission dans l'absolu fait que c'est possible. Néanmoins, il y a une note qui doit être portée à la connaissance de la population carcérale. Sauf erreur, ça doit être affiché. En tout cas, c'est un document administratif communicable qui explique qui peut faire l'objet, peu importe son comportement, de fouille intégrale. Ouais. Mais après, si tu as une fouille où on te dit, toi, individuellement, ton comportement est suspect, alors qu'il n'y a rien de suspect et que tu en es persuadé, tu peux le refuser, sachant que le refus d'obtempérer à une injonction d'un professionnel de l'administration pénitentiaire, c'est une faute, sauf erreur, de 2e degré. Donc, c'est passible de 14 jours de quartier disciplinaire. Après, en fait, là, ça pose la question, et peut-être que je peux basculer après là-dessus, comme il reste 4 minutes, sur la procédure disciplinaire. Si, par exemple, on te dit ton comportement est suspect, tu vas faire l'objet d'une fouille et que tu sais que tu n'as rien à te reprocher, que tu refuses cette fouille et que tu reçois, donc on te notifie un compte-rendu d'incident, tu es convoqué en commission de discipline, il faudra, en amont de la commission de discipline, demander la communication de la décision ordonnant la fouille. Et en fait, si jamais, et la jurisprudence du Conseil d'État est super claire, si cette fouille n'était pas justifiée, c'était un ordre, entre guillemets, je schématise, illégal, parce qu'il aurait porté atteinte à ta dignité de manière non nécessaire et de fait disproportionnée, et donc tu as bien fait de le refuser. Mais ça veut dire qu'en amont de la commission de discipline, il faut demander la communication de cette décision. Et ça, hyper important à avoir en tête, c'est que
toutes ces fouilles, elles doivent être tracées. Il y a un principe de traçabilité, tout est dans Genesis. Et vous pouvez demander les extraits de ça. Les décisions de fouille, elles vous sont pas notifiées, mais elles sont communicables et elles sont attaquables. Devant le tribunal administratif notamment. Mais là, ça veut dire que, par contre, si jamais moi, ça m'est déjà arrivé d'assister une personne qui m'indiquait j'avais rien à me reprocher, il y avait rien du tout, et donc c'est à juste titre que j'ai refusé cette fouille-là. On a demandé la décision, c'était en fait justifié, mais du coup après, ça veut dire qu'on plaide pas une relaxe, c'est qu'on va sur la question de la proportionnalité, éventuellement de la sanction. Si jamais il n'y a pas de moyen de procédure permettant de faire tomber la procédure disciplinaire. Très brièvement sur la procédure disciplinaire, vous avez la possibilité d'être assisté d'une avocate ou d'un avocat qui fait partie du groupe de défense pénale, qui de fait a les compétences pour intervenir. Quand on intervient, soit on peut intervenir comme avocat, on peut intervenir comme avocat choisi ou désigné. Même quand on est choisi, on peut être payé par l'État. C'est assez militant quand on intervient dans ce contexte-là parce qu'on n'est pas du tout bien payé, mais néanmoins on peut être indemnisé. Donc, faut pas, parce que j'y pense, parce que j'ai un client qui m'a dit il y a pas longtemps, je savais pas que je pouvais avoir le droit à une avocate ou un avocat, parce qu'en garde à vue, en fait, l'État avance, mais après vient nous rechercher si on avait trop d'argent. Peu importe, là, c'est l'État, c'est de l'aide juridictionnelle garantie. Demandez systématiquement à être assisté. La procédure disciplinaire. Très brièvement, compte rendu d'incident qui vous est notifié. Ensuite, il y a un passage en commission de discipline. Moi, je vous parle du coup peut-être de mon point de vue. Quand j'interviens, j'ai le dossier disciplinaire. Je check d'abord tous les moyens de procédure. Comme ça, on n'a pas à aller sur le fond. Si la procédure n'est pas respectée, tout tombe. Ensuite, sur le fond, on peut demander des actes, typiquement, alors, il est possible que vous ayez un compte-rendu d'incident et que vous soyez convoqué 5 mois après. Si vous avez été victime, par exemple, de violence, que vous savez qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui filment ça, vous demandez systématiquement à ce qu'elles soient saisies. Et ça doit être fait dans les 14 jours, sinon elles sont écrasées. Et il faut que je conclue. Non, il reste 1 minute. Ok, ça marche. Donc, ça, et ensuite... Lorsque vous êtes sanctionné, possibilité de faire un recours. Donc là, c'est une procédure, c'est recours administratif préalable obligatoire auprès de la direction interrégionale. Et si refus, possibilité de contester ce refus dans les 2 mois. Malheureusement, le droit pénitentiaire c'est pas suspensif, donc vous pouvez rester au QD. Après, il y a des recours en urgence possibles. Et peut-être, pour conclure, la question des preuves. Comment se ménager des preuves? Les témoignages. Vous êtes victime de violence, vous allez voir le médecin. Il y a le secret médical qui fait que les certificats médicaux, ils peuvent les conserver. La paix ne les a pas. Et dès que vous faites une requête, par exemple, vous faites par écrit, et je conclus, vous faites un double. Voilà, comme si vous êtes votre propre photocopieuse. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ça a été vraiment speed pour toi, c'est une première. On arrivera à adapter pour les prochaines fois. Des gros bisous. Force à vous les petits loups, et bon dimanche, et puis à la semaine prochaine.